enquêter sur des crimes contre l'humanité de par le monde. C'est la mission de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine. Bonsoir, Général Reylan. Bonsoir. C'est vous qui dirigez cet office, l'OCLCH. Un office qui a vu sa mission monter en puissance, selon les derniers chiffres dévoilés par le ministère français de l'Intérieur. On va le voir, c'est en 2023, soit 10 ans après votre création. 40 enquêteurs, plus de 170 dossiers en cours, 32 pays couverts. Alors les chiffres ont certainement évolué, vous allez nous le dire. Et surtout, on compte sur vous pour nous expliquer comment vous travaillez avec les pays concernés. Est-ce que vous pouvez aller partout? Quelles sont vos plus grandes réussites? Et quel est le profil de vos enquêteurs? On a hâte de comprendre tout cela. Déjà, pourquoi c'est la gendarmerie française qui est aux avant-postes et non pas la police? Eh bien, parce que, historiquement, ce sont les gendarmes qui ont débuté ces investigations, notamment dans la traque des fugitifs d'après-guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est eux qui ont conduit, avec les juges d'instruction, des investigations qui ont concerné Klaus Barbie et Paul Touvier, notamment en France. C'est la section de recherche de Paris qui était à l'origine de ces investigations, et à partir de laquelle cet office central que je dirige a été constitué en 2013. Donc il y avait une tradition, mais également le fait que, en matière de crimes de guerre, il semblait pertinent que ce soit les gendarmes qui soient engagés sur ces aspects-là, d'abord parce qu'ils sont militaires et qu'ils ont été formés non seulement pour ne pas commettre ces crimes de guerre, donc pour les reconnaître, mais également pour être en capacité d'investiguer sur le terrain dans des environnements qui sont sans doute un peu plus dégradés. Et maintenant, vous avez des policiers avec vous, sauf erreur de ma part. Il y en a quelques-uns, absolument. Le dernier nous quitte en septembre et j'espère qu'il sera rapidement remplacé. Alors pour comprendre comment vous, gendarmes français, vous pouvez enquêter sur des crimes contre l'humanité qui ont lieu ailleurs, quelle est votre compétence? C'est lié à la compétence universelle, justement, ce que permet le droit international et le fait que ces crimes soient imprescriptibles? Alors, la compétence, c'est d'abord la compétence des juridictions françaises. Les magistrats, ensuite, désignent un service d'enquête pour conduire les investigations qu'ils jugent utiles, et dans le cadre qui est le nôtre, c'est-à-dire celui des crimes internationaux ou des crimes de haine, ils peuvent saisir l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine, l'OCLCH. Les motivations de cette saisine, elles peuvent être multiples, mais tout d'abord, les enquêtes sont ouvertes en France sur la base de plusieurs critères possibles. D'abord, la compétence territoriale, c'est-à-dire que les faits sont commis sur le territoire national, ça c'est surtout valable pour les crimes de haine. Mais pour les crimes internationaux, pour que la France se reconnaisse compétente, il faut remplir quelques conditions, et en particulier que l'auteur présumé des faits ait sa résidence habituelle sur le territoire national. Donc il faut qu'il y ait un lien avec la France, forcément. D'où aussi le fait que vous enquêtiez sur des victimes françaises en Syrie, en Ukraine et ailleurs? Absolument. Là, on est dans le cadre, j'allais dire, plus classique, c'est-à-dire de la compétence classique des juridictions françaises qui sont compétentes pour connaître des faits commis sur le territoire national, mais aussi des faits qui concernent soit des victimes françaises, soit des auteurs français. Donc on va développer dans quelques instants. 32 pays couverts, c'est cela ou plus? Une trentaine aujourd'hui. Une trentaine, dont la Syrie. Alors vous le savez, le mandat d'arrêt visant l'ex-président syrien Bachar al-Assad a été annulé aujourd'hui. On va écouter le président de la Cour de cassation. L'Assemblée plénière casse l'arrêt de la Chambre de l'instruction qui a considéré que le mandat d'arrêt délivré alors que M. al-Assad était encore chef d'État en exercice était régulier. Elle annule le mandat d'arrêt. Cependant, elle précise que depuis que M. Bachar al-Assad n'exerce plus ses fonctions, de nouveaux mandats d'arrêt ont pu ou pourront être délivrés à son encontre pour des faits susceptibles de constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Alors, Général Reylan, est-ce que ça va compliquer votre travail, celui de l'OCLCH, parce que vous avez beaucoup de dossiers en cours en Syrie? Il y a plus d'une vingtaine de dossiers qui concernent la Syrie qui sont aujourd'hui traités par l'Office central. La décision de la Cour de cassation est logique, mais elle ne porte pas de difficultés particulières pour nous. C'est-à-dire que, comme le premier président de la Cour de cassation le rappelait, d'autres mandats que celui qui avait été initialement émis peuvent concerner aujourd'hui Bachar al-Assad, puisqu'il ne bénéficie plus de l'immunité personnelle, puisqu'il n'est plus aujourd'hui chef d'État en exercice. Alors pour en revenir justement au moment où vous pouvez travailler, vous pouvez enquêter, un franco-syrien, un chercheur a été tué à Soïda la semaine dernière. Il y a eu des affrontements très, très violents entre différentes communautés, notamment les Druzes. Il est druze. Typiquement, c'est une affaire sur laquelle vous pourriez être amené à travailler?
Il faudrait pour cela qu'une plainte soit déposée en France et qu'ensuite le parquet national antiterroriste, qui est compétent pour juger et connaître des affaires de crimes contre l'humanité, ce parquet national nous saisisse d'une enquête concernant ces faits. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Alors parfois, vos enquêteurs peuvent se rendre sur place. À quel moment ils le peuvent? Là, par exemple, en Syrie, vous n'avez pas pu y aller pour l'heure. Non, pas encore. Plusieurs conditions sont nécessaires. D'abord, il faut que des relations diplomatiques, j'allais dire normales, soient existantes entre la France et le pays concerné, puisque on a affaire à des États souverains qui acceptent ou pas de répondre à la demande d'entraide pénale internationale que les magistrats français déposent entre leurs mains. Et c'est ensuite, une fois que cette demande d'entraide a été validée, acceptée par l'État en question, que les enquêteurs peuvent se déplacer dans ce pays. Mais ça peut prendre beaucoup de temps, Général Reyland. Donc comment vous faites parce que les preuves, elles disparaissent. Il faut retrouver des témoins, j'imagine. Vous faites un travail d'enquêteur, somme toute, classique. Oui, absolument. On essaye de se rapprocher des investigations criminelles classiques que l'on conduit en France dans des affaires de droit commun, en y ajoutant beaucoup de complexité, souvent liée d'ailleurs, vous l'avez souligné, au temps qui s'est écoulé, mais aussi aux espaces qui ont été modifiés, aux témoins qui ont disparu ou qui sont moins disponibles ou qui sont parfois sous pression des autorités locales. Et est-ce que les pays sont, comment dire, ils acceptent de travailler avec vous? Ils sont coopératifs? Comment ça fonctionne, ces partenariats? Les demandes d'entraide pénale internationale, elles sont systématiquement élaborées et transmises par l'autorité judiciaire française, et les pays y répondent en fonction de leurs propres intérêts. Y a-t-il un intérêt à ce que la France investigue ou pas dans ce cadre-là? Et c'est souvent à l'aune de cette analyse que la réponse est apportée. Et en Ukraine, à Boutcha notamment, ou alors pour ce jeune journaliste qui est mort, est-ce que là, c'est plus simple pour vous de travailler, pour vos équipes? Est-ce qu'ils sont allés déjà plusieurs fois en Ukraine? Comment vous procédez? Alors, l'Ukraine est un modèle de coopération avec la France, mais avec aussi beaucoup d'autres pays, puisqu'ils ont systématiquement répondu dans des délais très brefs aux sollicitations des magistrats français. Parce qu'ils veulent prouver aussi qu'ils sont victimes, évidemment, de crimes de guerre. Ils ont ouvert eux-mêmes beaucoup d'enquêtes concernant des crimes de guerre présumés commis sur leur territoire. Nous nous sommes déplacés à plusieurs reprises en Ukraine sous la protection des forces ukrainiennes elles-mêmes. Et nous avons pu faire tout ce que nous souhaitions, et en particulier procéder à des auditions de témoins avec l'appui des autorités locales. Alors pour vous, votre plus belle réussite, c'est l'arrestation de Félicien Kabuga. On rappelle, le principal financier présumé du génocide des Tutsis au Rwanda. Il a été arrêté sur le sol français, la fin d'une cavale de plus de 20 ans. 26 ans exactement, presque 27, que Félicien Kabuga a échappé à toutes les polices du monde, et c'est l'Office central qui a eu à procéder à son arrestation afin qu'il soit remis au mécanisme résiduel pour les tribunaux pénaux internationaux qui gérait la fin des investigations internationales concernant le Rwanda. Donc pour vous, c'est effectivement, j'imagine, un moment important. Il y a eu aussi le dossier Roger Lumbala. Beaucoup d'affaires qui étaient liées à l'Afrique. On a aussi ce chef de guerre libérien qui a été condamné à perpétuité aux assises de Paris. Est-ce que ce sont les exceptions qui confirment la règle? Parce qu'on le rappelle, c'est quand même très compliqué pour vous, pour vos enquêteurs, de mener ces enquêtes. Ce sont des enquêtes extrêmement complexes, mais la France juge depuis 2014, chaque année, plusieurs criminels de cette nature. Il y a eu aujourd'hui 9 procès en assises, je compte seulement les procès en première instance. Un 10e aura lieu, celui de Roger Lumbala que vous avez cité, courant novembre, ici à Paris, devant la cour d'assises. Donc la France juge. Ce sont des affaires compliquées et qui débouchent souvent sur des sanctions très sévères. Alors il y a des affaires encore plus compliquées qui vont peut-être arriver. Je pense à Gaza, avec une peine. Le parquet national antiterroriste a ouvert en mai 2025 une information judiciaire justement pour crimes de guerre et génocide. Alors donc ça veut dire que là, vous allez être saisi? Absolument. Si le parquet national antiterroriste le dit, c'est vrai. C'est vrai. Alors là, c'est donc, mais comment travailler là-bas? Même les journalistes n'ont pas le droit de pénétrer dans l'enclave palestinienne. Alors, nous avons développé des dispositifs palliatifs pour justement nous affranchir de ces difficultés.
Nous travaillons beaucoup avec des images satellitaires, nous travaillons beaucoup avec l'appui des organisations non gouvernementales, avec des témoins qui peuvent être réfugiés en Europe ou dans des pays plus collaboratifs. Et donc, nous avançons dans ces enquêtes à partir de ces modes d'action. Il faut trouver des biais. Et juste pour terminer, il y a aussi les crimes de haine. Et ça, vous dites que c'est le premier pas, le premier stade avant d'arriver au pire du pire, le crime contre l'humanité ? Bien sûr. On a pu mettre en évidence au fil du temps, mais pas simplement cet office central, mais les historiens, les sociologues ont mis en évidence que les crimes les plus graves étaient nécessairement précédés ou accompagnés de crimes de haine, de discours de haine. Dans de nombreux cas, je prends souvent l'exemple de la radio-télévision libre d'Émile Colline qui diffusait des messages réguliers dénigrant les Tutsis, les déshumanisants. Les déshumanisants pour rendre justement plus facile les actions violentes qui les ont ensuite concernés. Donc il faut prendre évidemment ce mal à la racine et c'est l'objectif aussi de l'Office central dans cette dimension de lutte contre les crimes de haine. Merci Général Reyland d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci.